Les choses s'accélèrent très rapidement au Venezuela. Les États-Unis viennent de déplacer 10 chasseurs furtifs F-35 vers une base à Porto Rico, qui se trouve à seulement 300 km des côtes du Venezuela. Cela se passe en réponse directe aux avertissements que les navires américains ont reçus de la part de l'armée de l'air vénézuélienne. Voici ce que je veux dire par là. Ce matin, selon les responsables américains, il s'agit d'un acte très provocateur. Le Pentagone indique que 2 avions militaires vénézuéliens ont survolé un navire américain. Ceci ressemble à une démonstration de force, peu après l'attaque par l'armée américaine d'un bateau transportant de la drogue depuis le Venezuela dans le sud des Caraïbes, causant 11 morts. Le Pentagone a déclaré hier que les vols vénézuéliens visaient à gêner nos opérations contre le narcoterrorisme. C'est une guerre contre les tueurs et le terrorisme. Hier, Marco Rubio, secrétaire d'État, a intensifié en Équateur la lutte contre le trafic de drogue venant d'Amérique latine, en désignant 2 gangs équatoriens comme organisations terroristes étrangères et en promettant de mener davantage d'attaques contre les cartels de la drogue. Maintenant, si vous êtes comme moi, je suis sûr que vous vous êtes posé beaucoup de questions après avoir entendu cette histoire. Première question. Comment ont-ils obtenu des F-16 ? Laissez-moi y répondre rapidement. Dans les années 1970, le Venezuela et les États-Unis étaient amis. En fait, on peut même dire que le Venezuela était un allié proche des États-Unis à l'époque. Le pays profitait de revenus pétroliers importants, et Washington le voyait comme une démocratie stable, capable de contrebalancer la puissance militaire de Cuba, soutenue par l'Union soviétique dans les Caraïbes. Ainsi, en 1982, le Venezuela est en fait devenu le premier pays d'Amérique latine à acheter des F-16 Fighting Falcon. Dans cet accord, les États-Unis ont livré 24 F-16 en 2 ans. Au cours des décennies suivantes, le Venezuela a entretenu les F-16 et a même modernisé certains des systèmes avioniques et des armements. Il formait la base de la défense aérienne du Venezuela, remplaçant les Miragan F-86. Mais après l'arrivée au pouvoir de Hugo Chavez en 1999, les relations entre les États-Unis et le Venezuela se sont détériorées. En 2006, les États-Unis ont imposé un embargo sur les armes au Venezuela, interdisant l'exportation de pièces de rechange et de mise à niveau pour les armes américaines déjà détenues par le pays. Le Venezuela a eu du mal à garder ses F-16 opérationnels. Faute de pièces officielles, le Venezuela a acheté des composants au marché noir, utilisé l'ingénierie inverse, ou prélevé des pièces sur certains avions pour en maintenir d'autres en vol. En 2010 seuls, quelques F-16 étaient en état de vol. À ce moment, le Venezuela s'est tourné vers la Russie pour acheter les avions Su-30. Nous en reparlerons plus tard dans la vidéo. Mais en 2025, la plupart des 24 F-16 d'origine sont cloués au sol. En fait, les experts estiment que moins de 5 peuvent encore voler, et même ceux-là avec des capacités limitées. La partie la plus drôle de toute cette histoire, c'est que le Venezuela en fait essayait de les vendre à l'Iran en 2006, mais l'accord n'a jamais abouti. Maintenant, ils se retrouvent avec quelques F-16 qui peuvent encore voler, mais leur état se dégrade à chaque vol. Et ils viennent d'en utiliser 2 pour envoyer un très mauvais message au président Trump, ce qui semble se retourner contre eux. Parce qu'il n'y a pas que les F-35 qui se rapprochent des frontières du Venezuela, nous avons aussi d'autres armes puissantes. Ce matin même, nous avons reçu des rapports, faisant état d'un autre C-17 en route vers Porto Rico, cette fois depuis Joint Base Louis McCord, qui abrite le 2e bataillon de Rangers. Beaucoup d'arrivées continuent de se produire autour du Venezuela. Voici un aperçu précis de ce que nous savons jusqu'à présent. Mais avant cela, je veux rapidement vous montrer la réaction du président Trump face au Venezuela, employer des F-16 pour avertir un navire de la marine américaine. Voici l'extrait. Le Venezuela fait à nouveau voler ses avions au-dessus des navires de guerre américains. Eh bien, je dirais qu'ils vont avoir des ennuis. Nous allons les en informer. Nous avons entendu dire que cela s'est produit, mais ce n'était pas vraiment le cas, pas comme ils l'ont décrit. Je dirais, général, s'ils font ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord. S'ils volent dans une position dangereuse, je dirais que vous pouvez le faire. Vous ou vos capitaines pouvez prendre la décision de ce que vous voulez faire. Bien sûr, monsieur, approchez. Encore, nous avons un message. Et vous avez dit qu'ils ne sont pas passés. Dites-le. À quelle distance sont-ils arrivés? Vous avez dit? Les avions l'ont fait. Eh bien, je ne veux pas parler de ça, mais s'ils nous mettent dans une position dangereuse, laissez-moi couper. Merci beaucoup à tous. Nous allons maintenant parler du J-20. Bien sûr, dans l'extrait original, vous avez aussi vu cela. Le survol du F-16 par les Vénézuéliens a eu lieu après que les États-Unis ont neutralisé un bateau de trafiquants de drogue.
D'après la déclaration officielle vénézuélienne, il ne s'agissait pas de membres de cartels de drogue, mais de simples pêcheurs. On ne peut pas s'attendre à ce que le régime de Maduro admette avoir fait de la contrebande de drogue tout ce temps. Ce que nous savons, c'est que Maduro lui-même était l'un des plus grands trafiquants de drogue au monde. Et cette drogue qu'il fait passer en contrebande circule partout dans le monde, y compris aux États-Unis et en Europe. En fait, rien que l'année dernière, son gouvernement a gagné plus d'argent en faisant de la contrebande de drogue qu'en exportant du pétrole. Le Venezuela détient les plus grandes réserves de pétrole mondiales, devant l'Arabie Saoudite et la Russie. Mais il tire plus de revenus de la contrebande de drogue. Alors, voyons maintenant la déclaration que Maduro a faite après son récent survol et après que les États-Unis ont détruit le bateau de drogue. Oui, Isa, je crois que cette crise a deux dimensions. D'un côté, il y a la confrontation entre les États-Unis et le gouvernement Maduro. Je pense que nous avons dépassé le stade de la rhétorique incendiaire du discours. Nous avons vu que les États-Unis sont prêts à prendre des mesures décisives et franchement, ils ont tué 11 Vénézuéliens sous prétexte qu'ils transportaient de la drogue dans un hors-bord traversant la mer des Caraïbes. Et cela, bien sûr, est contesté par le gouvernement Maduro. Ils ont également protesté contre le récent déploiement massif de la marine américaine. Ils n'ont pas abordé l'incident impliquant les deux chasseurs F-16 qui, bien sûr, sont de fabrication américaine. Donc, d'une certaine manière, ils essaient d'en rajouter à l'offense. Quand nous leur avons demandé, ils ont cependant souligné que plusieurs pays de la communauté caribéenne, de la communauté des États latino-américains et Caraïbes ont protesté contre le déploiement de la marine. C'est donc le grand aspect géopolitique dans cette histoire. Et de l'autre côté, vous avez les Vénézuéliens ordinaires qui essaient, d'une manière ou d'une autre, de continuer leur journée. Ce pays fait toujours face à de graves difficultés économiques, bien sûr, et où la plupart des gens, d'une manière ou d'une autre, aimeraient voir un changement de gouvernement, du moins ici à Caracas. Ils savent aussi que les États-Unis ont déjà fait pression sur Maduro et ne pensent pas que cela change cette fois. Voici maintenant les détails exacts du déploiement qui effraie Maduro. Nous avons l'United States Ship Lake Erie, l'United States Ship Samson, l'United States Ship Gravely, l'United States Ship Jason Dunham. C'est encore le navire survolé par le F-16 de Maduro. En plus, des rumeurs circulent sur la présence du sous-marin United States Ship Newport dans les Caraïbes. Cela exclut les 3000 Marines ainsi que nos moyens aériens et autres ressources. En plus de cela, au moment où j'enregistre ceci, le secrétaire à la défense ou le secrétaire à la guerre. Maintenant, Pete Hegseth est à Porto Rico, et les médias portoricains parlent des États-Unis qui rouvrent plusieurs anciennes bases qui avaient été fermées avant cette escalade avec le Venezuela. Alors, vous voulez deviner ce que Maduro fait après avoir vu tout ça? C'est ce que fait toujours chaque pays anti-américain. Maduro fait appel à la Chine. Lors de son discours le plus récent, où il abordait les tensions entre les États-Unis et le Venezuela, le président Maduro a mentionné la Chine. Il a présenté un téléphone que, selon lui aurait offert le dirigeant chinois Xi Jinping. Et il l'a qualifié de téléphone le plus inviolable au monde. Un téléphone que même la CIA ne pourrait pas pirater. Cette déclaration n'est pas en soi une menace, indiquant que la Chine interviendrait si les États-Unis agissaient. Mais en réalité, le Venezuela et la Chine travaillaient ensemble depuis 2 décennies. En fait, si ce n'était pas pour le Parti communiste chinois et Poutine, Maduro ne serait même pas au pouvoir. Parce qu'ils l'ont aidé à lutter contre les tentatives de coup d'État, et ils ont financé son oppression en achetant son pétrole. 90% des exportations vénézuéliennes vont directement en Chine. C'est pourquoi en 2019, lors d'une tentative de coup d'État crédible contre Maduro, beaucoup voulaient rétablir la démocratie au Venezuela. Ce sont la Russie et la Chine qui l'ont aidé à sécuriser sa position au pouvoir. Voici plus de détails à ce sujet. Avant cela, vous évoquez comment Maduro a surmonté des situations difficiles, notamment la tentative de coup d'État en 2019. D'après ce que j'ai lu, il semblait sur le point de perdre le pouvoir. Sur cette chaîne, nous suivons beaucoup la Russie et la Chine. Nous avons suivi l'invasion russe. Et peut-être que je me trompe, vous pouvez me corriger. Poutine a fortement aidé à maintenir Maduro au pouvoir en 2019. Pouvez-vous en parler au public? Oui? À 100% la Russie, vous voyez? C'est drôle car... Les gauchistes. Et même certaines personnes de droite sont très... Opposés. États-Unis? Intervention.
Quoi que cela signifie, car cela peut vouloir dire différentes choses en même temps, selon qui critique ou soutient cette affirmation. On répète sans cesse, laissez le Venezuela en paix. Les États-Unis interviennent toujours dans ces pays, mais ils ne parlent jamais de l'intervention chinoise, ils ne parlent jamais de l'intervention russe. Cela est très dangereux en raison de la nature de ces régimes, non seulement pour l'Amérique du Sud ou des pays comme le Venezuela, mais aussi pour les États-Unis. Imaginez à quel point il est dangereux pour les États-Unis d'avoir un pays qui est une dictature, qui est un narco-État et qui possède les services de renseignement russes. À 3000 miles de la Floride, juste dans votre arrière-cour, vous voyez? Donc oui, la Russie est profondément impliquée au Venezuela, l'Iran aussi, la Chine également. Donc les ennemis des États-Unis collaborent avec le régime Maduro. De quelle manière? Au moins avec la Russie. Eh bien, des entreprises russes ont investi dans le pétrole vénézuélien. Le Venezuela a reçu du matériel militaire de la Russie. Le Venezuela a bénéficié du renseignement et du soutien stratégique russe, du renseignement au cours des 2 dernières décennies. Donc, nous parlons d'une véritable intervention de la Russie au Venezuela qui, bien sûr, a de mauvaises intentions. En mai de cette année, en mai 2025, la Russie et le Venezuela ont signé un contrat de partenariat. Il est donc plus important que jamais, surtout avec le conflit que nous avons en Europe de l'Est, que les États-Unis comprennent que c'est notre zone d'influence. Les États-Unis ne devraient pas laisser la Russie intervenir et contrôler le Venezuela comme actuellement. Et ce n'est pas seulement la Russie, comme je l'ai mentionné, c'est aussi la Chine, par exemple. La Chine a prêté au Venezuela plus de 60 milliards de dollars au cours des dernières années. De l'argent que le Venezuela rend à la Chine, non pas en espèces ou en argent réel, mais en pétrole. Imaginez à quel point le Venezuela est important pour la Russie. Si nous voulons renforcer les États-Unis et croyons aux valeurs occidentales, si nous comprenons cela, même si nous n'avons pas un système parfait ou un gouvernement parfait, nous sommes bien meilleurs que le système que la Russie possède ou que ce que la Chine promeut. Il est également important pour nous de comprendre que nous devrions dominer cette zone, cette région. Et pour ceux qui m'écoutent, qui m'accuseraient probablement en ce moment d'être un néoconservateur ou de demander une intervention des États-Unis, je pense qu'il est dans l'intérêt des États-Unis et non par esprit de sacrifice de trouver une solution au Venezuela. Si vous voulez des États-Unis d'Amérique plus sûrs, si vous voulez un hémisphère occidental plus sûr, bien sûr, il faut essayer de neutraliser un régime qui est anarcho-étatique et qui opère, collabore avec vos plus grands ennemis. Maintenant, la partie la plus folle dans tout cela, c'est que les États-Unis ont en quelque sorte appelé ouvertement à un changement de régime au Venezuela. Et cette déclaration vient de nul autre que le secrétaire d'État Marco Rubio, qui vient de dire cela publiquement il y a quelques jours. Nicolás Maduro est un trafiquant de drogue inculpé aux États-Unis et il est un fugitif de la justice américaine. Nous ne nous contenterons pas de poursuivre les trafiquants ou les petits hors-bord en voulant les arrêter. Non, le président a déclaré vouloir combattre ces groupes car ils nous attaquent depuis 30 ans sans réponse. Mais il n'est pas nécessaire de faire cela, dans de nombreux cas, avec les gouvernements amis, parce que les gouvernements amis vont nous aider. Ils peuvent le faire eux-mêmes, et ils vont le faire, et nous allons les aider à le faire. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il paie aux créateurs 64 millions de dollars par jour. Pourquoi ? Eh bien, parce que YouTube n'a pas assez de créateurs. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci juste ici. Cela ne signifie pas que chacun doit créer une chaîne. Si vous vous demandez s'il faut lancer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est le moment idéal. YouTube paie des créateurs des millions de dollars chaque jour, et il met en avant les chaînes nouvelles, et plus petites, plus que jamais. Mais je suis sûr que vous avez beaucoup de questions sur la façon de lancer et de développer une chaîne. Nous recevons souvent des questions par email de certains d'entre vous. C'est pourquoi nous avons décidé de rassembler tous nos conseils YouTube dans une seule vidéo YouTube, entièrement gratuite. Donc, si vous êtes quelqu'un qui souhaite lancer sa propre chaîne, vous pouvez regarder cette vidéo ici sur YouTube en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui s'affiche à l'écran.